Donc s'il est établi dans la loi, par exemple, qu'il ne faut pas tuer, eh bien, effectivement, vous êtes contraire aux normes, donc c'est anormal. Et anormal, contre les normes. Et de ce fait, les interdits, ben, ce sont, je dirais, les acquis, hein, vraiment bien intégrés, où vous ne ferez pas ça. Vous savez, hein, nul n'est censé ignorer la loi, et c'est pas que savoir, c'est l'intégrer en se disant oui, je ne le ferai pas. Je sais que cet intérêt-là est suffisamment voilà, ancré en moi pour que je ne le fasse pas. En tout cas, voilà, je suis tellement bien éduqué, en quelque sorte, de ce point de vue-là. Hein, on m'a bien dit les choses, on m'a bien répété les choses, on m'a bien sanctionné s'il le fallait, parce que j'avais enfreint déjà un petit peu la loi, pour que voilà, je sois remis dans un bon tuteur de vie, ou voilà, je n'irai pas en tout cas dévier dans un autre chemin. Et bien entendu qu'après, on aura toujours notre libre arbitre pour enfreindre la loi. Hein, mais on essaye d'évaluer l'acquis, en se disant, voilà, vous saviez bien, il n'y a rien qui pouvait empêcher quand même votre responsabilité, votre conscience des actes et du mal que vous faisiez. Et donc voilà, ce côté-là, on l'a suffisamment apprécié pour dire, voilà, après si vous avez choisi une chose, c'est vraiment votre responsabilité. Mais vous ne pourrez pas trouver l'excuse du fait que vous étiez mal éduqué, que c'est bien de ne pas rentrer dans votre esprit, que vous n'en aviez pas conscience. Voilà, au moins vous en aviez conscience. Donc ça, c'est les interdits. C'est ce qu'on appelle le surmoi. Voilà. Ce qui est au-dessus du moi, vous voyez, c'est quelque chose qui s'impose un peu comme une loi fédératrice au-delà de ce que nous sommes tous les jours et qui s'impose à tous, sur moi. À l'inverse, le ça. Le ça, c'est les pulsions. Donc, c'est tout ce qui concerne les instincts, tout ce qui nous amène à être vraiment archaïque, préhistorique, hein, avec la massue, hein, et être soit dans l'instinct de faim, soit dans l'instinct de violence, soit dans l'instinct de défense, soit dans l'instinct sexuel. Tous ces instincts, effectivement, appartiennent, c'est un état de fait, hein, c'est ni heureusement ni malheureusement, dans l'homme. L'homme naît avec tous ses instincts, y compris l'instinct d'agression. Pour s'en convaincre, je ne cesse de dire qu'il suffit de mettre deux enfants qui n'ont pas encore, bien sûr, de surmoi suffisant, ils viennent de naître, ils ont 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, c'est pas encore ça, évidemment. Face à face avec deux objets que l'un veut. L'un a une poupée, l'autre a un camion, une voiture, ce que vous voulez, donc, mais l'autre ne l'a pas, vous laissez faire, vous allez voir ce que ça va donner. Ces deux enfants, en tout cas celui qui veut ce qu'a l'autre, ne va pas voilà, souvent être arrêté dans sa progression pour prendre, agresser et faire ce qu'il y a à faire en ce sens. Et même, pourra-t-on constater dans beaucoup de cas que lorsque l'un des enfants a pris ce qu'avait l'autre, ça y est, il l'a en main, il l'a pris de la main, il l'a poussé, il a fait ce qu'il fallait en tout cas pour le prendre, eh bien il est avec une petite délectation et un petit rictus fort, disant oui, j'ai réussi. L'autre pleure, l'autre est par terre, l'autre, voilà, il n'arrive plus, voilà, il dit, ah non, moi je pars avec mon truc, et tant pis s'il pleure, tant pis s'il va mal, tant pis, voilà, hein. On sent bien déjà chez ce petit enfant. Et donc, l'instinct d'agressivité, c'est clairement donc, normal. C'est pourquoi, de manière générale, lorsqu'on dit qu'il faut essayer de civiliser, hein, quand on parle d'une civilisation, sans porter quelconque jugement de valeur sur voilà, l'aspect culturel, par exemple, ethnique ou anthropologique de l'histoire, c'est essayer effectivement de dépasser ces instincts, tout simplement. Hein, d'essayer de transcender nos pulsions pour essayer d'être respectueux et respectable vis-à-vis des autres, déjà dans un comportement tout simple qui est la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Et se dire que voilà, on doit apprendre ça pour être sociétal. Et enfin, entre les deux, le moi. Le moi, c'est votre personnalité consciente. Hein, donc celle du libre arbitre, si vous préférez. Celle qui est la plus prégnante, peut-être la plus visible dans la vie de tous les jours. Là, vous êtes là en face de moi et vous avez envie d'être là, donc c'est pour ça que vous êtes venu. Personne ne vous a mis le couteau sous la gorge. Vous avez donc la volonté, vous avez une détermination, vous avez une construction, une planification, une préméditation. Tout ça appartient à votre organisation mentale que vous avez plus ou moins choisie, plus ou moins décidée. C'est aussi votre personnalité, avec l'ensemble de vos traits de caractère. C'est aussi vos motivations conscientes, en disant, voilà, moi je veux ça. J'ai envie effectivement de construire
ma vie autour de tel plan, etc., etc. Eh bien, sachez que le moi, d'un point de vue freudien, est forcément pris en sandwich ou influencé par les deux autres instances, ça et sur moi. Votre personnalité, autrement dit consciente dans la vie de tous les jours, elle est sous pression, sous influence, parfois sous emprise même. Bah, du ça, des pulsions. Imaginez, voilà, j'ai envie d'un pain au chocolat, j'ai envie de violer une femme là maintenant, j'ai envie d'en donner un coup donc à M. Bachat, j'ai envie de voilà, déposer une bombe. C'est plus fort que moi. Mais le moi va dire, attendez, le moi il est conscient, il dit, déjà tu vas te calmer un peu, parce que bon, c'est pas bien. Hein. Mais le pas bien, c'est déjà sur moi. C'est déjà sur moi, c'est les interdits, c'est non, ne fais pas ça, tu ne dois pas faire. Donc le sur moi est en train là de chapeauter l'histoire, et puis de réfréner, de tempérer absolument la chose. Alors vous comprenez bien évidemment que l'une des raisons fondamentales du passage à l'acte, c'est lorsqu'il n'y a pas peu de surnom. Si un parent ne dit pas assez, tu ne feras pas, et d'impliquer toutes les sanctions et interdits nécessaires, d'une certaine manière, alors c'est clair que vous avez un enfant roi. Un enfant sans limite, un enfant tout permissif, qui va faire absolument ce qu'il veut quand il veut. On comprend très bien aussi que d'un point de vue sexuel, si à un moment donné, donc, non seulement un parent, papa ou maman, dit, ou ne dit pas plutôt, non, tu ne violeras pas ta sœur, il ne le dit pas. La règle n'est absolument pas posée, bah, c'est toute liberté, face à toute expérimentation déjà. Mais si en plus, le papa ou maman est le violeur, et vient embarquer donc, son enfant, fils ou fille d'ailleurs, dans l'agression sexuelle, en disant viens, fais comme moi. Là, c'est le deuxième facteur, le deuxième vecteur, c'est l'école du crime. Il est à l'apprentissage en ne faisant donc exactement la même chose que celui qui est à l'intérieur de la famille. Mais au final, il n'y a pas de surmoi. Dans les deux cas, que ce soit l'enfant roi ou l'école du crime, il n'y a pas de surmoi. Mais c'est pire évidemment lorsqu'on nous sommes à l'école du crime. Parce que là, on a carrément l'éducation à. C'est la raison pour laquelle on parlera aussi de la radicalisation. Hein. C'est pas pour rien qu'on est en Afghanistan, en Irak, pour former les gens. C'est qu'on est à l'école du crime. Mais quand on vient à l'école du crime, on a bien compris qu'il n'y avait plus de famille pour interdire ça. Il n'y avait plus de valeur de la société française pour interdire ça. Il n'y avait plus les lois de la République pour pouvoir à qui intégrer, pour le réfréner dans son élan. Non, il n'y a rien, il n'y a que dalle. Ça n'a pas été suffisamment intégré, donc il part. Considère voilà, que oui, il a été suffisamment embrigadé, déjà convaincu, convaincant qu'il doit y aller. Après, il y a aussi la société qui fait que des fois, un crime, enfin, ce que nous, pour nous, est un crime, ne l'est pas. Je regardais la semaine dernière un reportage qui parlait en fait de la vente des enfants. Des enfants esclavages en Afrique, où les parents vendaient leurs enfants de leur plein gré. De leur plein gré, absolument. Ça existe encore. Pour refaire un mur, par exemple, ou pour scolariser les autres enfants. Et pour eux, c'est tout à fait normal. Tout à fait. Alors, quand on voit les enfants, dans leur quotidien, comment ils vivent, à quoi ils sont exposés, on se dit, mais quel parent pourrait faire ça à son enfant? Je crois, encore une fois, qu'il faut... Ils sont conscients que c'est un crime aussi. Tout à fait, tout à fait. Alors, de notre point de vue, depuis la France et depuis la plupart des pays qui développent les droits de l'homme, c'est évidemment condamnable et du point de vue maintenant de l'Afrique et de certaines zones dans lesquelles on n'a pas du tout l'intégration des droits de l'homme, on n'a pas du tout la loi en général d'ailleurs, on n'a pas du tout la richesse ou le minimum vital aussi, donc la pauvreté qui est rampante, qui est terrible dans certaines zones. Et puis on a donc aussi le manque d'éducation tout simplement, c'est-à-dire que les parents eux-mêmes n'ont pas suivi l'école, sont vraiment dans l'immédiateté de trouver, pour leur enfant d'ailleurs, manger, toit, l'eau, oui, on est vraiment dans le b.a.-ba. Lorsque on a 5, 10, 15, 20 enfants, imaginons, hein, c'est un cas de figure parmi d'autres, et que cet enfant-là, c'est facile à faire, même si ça prend 9 mois, et que vous en êtes au 15e, effectivement cet enfant peut servir de monnaie d'échange. Il peut malheureusement servir de monnaie d'échange pour avoir un meilleur niveau de vie général pour la famille d'ailleurs. Hein,
quelque part, on peut le voir aussi autrement, c'est-à-dire on peut le voir comme étant un enfant sacrifié pour les 14 autres qui vont mieux. Donc c'est pas non plus, vous voyez, totalement illogique et totalement inhumain vu comme ça. Hein, j'entends bien, hein, on se comprend. Donc cette rationalité, en tout cas là, qui porte atteinte évidemment au droit de l'homme, au droit de l'enfant, etc. Voilà, aussi une logique matérielle qui a son fondement en soi, vu comme ça. Bon, en tout cas, c'est juste pour dire que, voilà, retenez bien déjà la pulsion de mort, l'absence de surmoi, l'école du crime, l'enfant roi, sont vraiment quatre déjà causes majeures hein, du crime que vous pouvez comprendre assez facilement, je pense. Pour la majorité des experts criminologues, le crime est la conséquence d'un dérèglement pulsionnel. Une pulsion a sa source dans une excitation corporelle, des zones érogènes par exemple. Alors, la zone orale, la bouche, les lèvres, la zone anale, l'anus, la zone génitale, une excitation sexuelle intense, mais aussi le rétrogénital, mamelon, la peau, la sensualité, de manière générale, qui a trait à ça. Donc, c'est sûr que cette pulsion, alors imaginons, qu'est-ce qu'on entend par dérèglement, au bout du compte? C'est trop de pulsion. Voilà. Trop parce qu'il y a une avidité, il y a une convoitise, il y a une excitation peut-être qui est décuplée. Et donc il faut imaginer toutes les circonstances dans lesquelles ça peut être déréglé. Soit parce que c'est précoce, soit parce qu'il y a une fixation traumatique et donc il a du mal à passer un stade où finalement il devrait survenir une tempérance par rapport à cet aspect-là. Par exemple, on dépasse le complexe d'Oedipe. Hein. Nous aimons tous, à l'âge de 5-7 ans, le sexe opposé de ses parents. Une fille aimera son papa, le garçon aimera sa maman. Il va passer par le stade pulsionnel, inconscient, freudien typiquement, du complexe d'Oedipe, à vouloir désirer sexuellement ses parents. Okay, donc le fils veut désirer sexuellement sa mère, imaginons. Et ce qui devrait bien se passer, donc on passe à un autre stade, c'est que la maman va dire non, mais va dire je t'aime quand même. Et le papa va dire non, mais je t'aime quand même. Et si on passe ce stade-là, bon, voilà, la personne va se décentrer finalement de l'objectif qui était papa ou maman suivant le cas. Voilà, c'est bon, je sais que je ne peux plus, mais il m'aime quand même, donc cet amour-là, il poursuit sa route, il va bien sûr, il s'est décentré des parents pour aller vers d'autres personnes qui appartiendront à son choix de vie, à sa vie. Si donc il y a un problème dans ce complexe d'Oedipe à un moment donné, on comprend assez rapidement que on n'arrive pas à se décentrer de ses parents, donc on a toujours une fixation sur l'image de la mère ou l'image de son père, on le désire toujours, on peut déjà d'ailleurs peut-être avoir une relation un peu incestueuse ou incestuelle, c'est par exemple dormir dans le lit jusqu'à 15 ans avec sa maman, hein, c'est pas incestueux forcément, mais c'est incestuel, au sens voilà, que c'est bien sûr anormal d'avoir une telle proximité dans le lit de la mère. Ou inversement avec une fille avec son père. Hein, mais il n'y a pas de pénétration, il n'y a pas d'agression sexuelle, on est l'un à côté de l'autre dans le lit, mais enfin on comprend bien la symbolique qui est effectivement anormale de ce point de vue-là. Alors, de ce fait, il faut quand même bien noter que le dérèglement peut être multifactoriel. Voilà. Là, je vais vous donner quelques exemples à l'instant, mais il faut élargir les vues pour se dire tout le dérèglement peut venir de plein de choses. Alors, j'ai vu un jour une femme se déshabiller en face de chez moi, voilà, diront certains. D'autres vont dire, je me suis retrouvé dans une manifestation, et puis il y avait donc des femmes, ou des hommes d'ailleurs, qui faisaient du vélo et qui étaient tout nus, qui se baladaient dans la manifestation comme ça, en Belgique ou ailleurs. Il y a d'autres qui vont dire, ah, je suis sorti un jour en boîte en discothèque, il y a un travesti qui est arrivé, et puis je n'avais jamais vu un travesti, mais voilà. Bon, tous ces dérèglements, vous voyez, en tout cas, ces expériences, hein, peuvent avoir un impact et peuvent être ressentis de manière très différente jusqu'au dérèglement. Justement, c'est l'absence de surmoi. Mais c'est quand même des compléments. Oui. Au sens où, on se comprend bien, parce que c'est indirect en fait, c'est par ricochet. Hein, c'est pas le surmoi qui est un dérèglement des pulsions. Le surmoi c'est autre chose, puisqu'on a dit que c'est différent du ça. Okay, mais par contre, par ricochet, oui. Parce que s'il n'y a pas de surmoi, les pulsions envahissent, investissent vraiment le moi en particulier.
Et donc, forcément, il va y avoir un dérèglement parce qu'il y a un débordement, un surplus d'instinct notamment. Alors, le soulagement, c'est dans l'objet ou grâce à lui que la pulsion peut atteindre son but. Par exemple, en se servant d'enfant par action sur autrui. Bon. Soyons plus clairs, le soulagement ou la suppression de la tension interne par la baisse de l'excitation apporte la satisfaction. Je répète, le soulagement ou la suppression de la tension interne se fait par la baisse de l'excitation, donc elle apporte la satisfaction. On devrait aussi dire, de ce point de vue-là, l'objectif est de supprimer l'état de tension, ces deux lignes auparavant, créé par cette excitation plus ou moins intolérable par un passage à l'acte. Par exemple, voir, toucher, violer, sodomiser, dominer, tuer. Faisons encore plus simple. Vous avez la pulsion qui arrive. Je veux un chocolat. Maintenant. Si tout va bien, si on m'a dit, non, tu peux attendre la pause, et puis tu achèteras ton chocolat, puis c'est bon, quoi. Hein, tu patientes, tu attends. Vous savez, il y a souvent dans ces bandes dessinées, d'ailleurs, il y a les dessins animés même, hein. Vous avez le petit diable d'un côté, là, qui représente le petit ange de l'autre. Puis il y a le petit adi, va chercher le chocolat, maintenant. Puis le petit ange dit, non, tu attends, tu es raisonnable, tu vas respecter. Hein. Et il y a un petit carrément. Bon. Et bien, si le petit ange l'emporte sur le petit diable, tout va bien. Pas de souci. Le problème, c'est que, voilà, il n'y a pas de petit ange, parfois, pas de surmoi. Et donc, le petit diable envahit vraiment la volonté de l'individu. On a compris. Maintenant, cette excitation, cette envie, qui est insatiable, donc, provoque une tension psychologique. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est la conséquence. Trop d'instinct, autrement dit, provoque une tension. C'est normal. Vous êtes presque déjà dans l'obsession. Je veux mon chocolat, je veux mon chocolat, il faut que je mon chocolat. C'est comme si voilà, vous ne pensez plus qu'à ça à un moment donné, parce que vous n'avez pas la satisfaction. Alors maintenant, vous comprenez que pour en finir avec cette tension, le passage à l'acte peut être une solution. C'est-à-dire, bon, ça suffit, maintenant je sors du cours, je vais chercher mon chocolat, j'arrête. Je me fous pas mal du cours, je me fous pas mal des autres, mais je vais donc satisfaire immédiatement mon chocolat, et c'est ainsi que je vais stopper ma tension. Je vais avoir satisfaction de mon envie. Ok ? Maintenant, vous transposez ça à un viol. C'est très simple. C'est-à-dire le fait d'avoir quelqu'un qui a une envie, une pulsion sexuelle, ça lui provoque une tension, il est comme ça, et il est vraiment un peu excité, tout. Il n'arrive pas à se contrôler, il n'a aucun moyen quelque part même pour le faire, en tout cas dans le cas pour l'instant qu'on a vu. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher une fille, ou il va chercher un homme si c'est un gay, ou si c'est une fille, parce qu'il existe aussi des filles qui sont nymphomanies, pour aller donc satisfaire sa pulsion. Il a obtenu ce qu'il voulait, c'est fini. En tout cas pendant un certain temps, jusqu'à ce que la pulsion revienne. Voilà. Donc ça, on l'explique tout simplement par un passage à l'acte, voir, toucher, violer, sodomiser, dominer, tuer, après plusieurs possibilités, pour supprimer l'état de tension provoqué par le dérèglement pulsionnel. Clair? Ainsi donc aussi, autre façon de voir, la pulsion non satisfaite engendre la frustration. Autre mot-clé, la frustration. C'est-à-dire que vous êtes en manque, en quelque sorte, manque sexuel donc ici, aujourd'hui, et il va falloir donc effectivement remplir le manque. Donc vous êtes vidé de satisfaction sexuelle, de gratification sexuelle, donc vous êtes en manque, il faut absolument donc remplir ce contenant, donc vous allez chercher quelque chose, quelqu'un pour satisfaire cela et ne plus être frustré. Certains individus sont particulièrement intolérants à la frustration et plus sujets que d'autres au passage à l'acte. Alors là, on renvoie aussi à la personnalité, c'est pas forcément que les instincts, mais qu'est-ce qui fait, imaginons qu'une personne soit intolérante à la frustration? Par exemple, il y a des gens que j'ai vus en orientation ou en dernier lieu sur des dossiers d'inscription, hein, tout bonnement, ils se reconnaîtront, qui étaient impatients. Alors, l'impatience peut tout à fait se comprendre parce qu'on a un titre de séjour à aller chercher, parce qu'on a des papiers qu'on nous demande à la préfecture qu'il faut évidemment respecter. Tout ça, c'est tout à fait normal. Mais après, c'est l'assistance avec laquelle on va le faire. C'est le fait effectivement que
on va se dire, non, non, il faut absolument que j'ai ça maintenant. Et donc, ce truc-là, c'est une frustration que la personne a du mal à gérer. Okay, et donc, cette histoire de frustration un petit peu disproportionnée, on va dire ça comme ça, c'est pas méchant ici quand même, il faut pas exagérer. Mais quand même, c'est une bonne illustration de ce que j'ai vu d'autres qui étaient, voilà, je fais mon dossier, je fais mon truc là, j'attends tranquillement, ça arrive, parfait, très bien. Voilà. Éventuellement, un petit rappel, parce que bon, c'est vrai que ça peut traîner, ou à un moment donné, on a un petit délai, peut-être qu'il faut davantage respecter la préfecture, mais voilà, c'est jouable. Mais non. L'impression que la personne, vous voyez, est... okay. L'immédiateté. Trait d'impatience. L'impatience peut être, en tout cas, nourrie par un trait de caractère. Il y a des personnes qui sont plus ou moins patientes et plus ou moins impatientes. Moi, je vous le dis tout de suite, d'ailleurs, exemple parmi d'autres, j'étais impatient. Je vois tout à fait de quoi il s'agit. C'est-à-dire, il y a 20 ans en particulier, il fallait que quand, imaginons, j'appelle un gendarme pour faire un cours ou pour faire une collaboration, le type, soit je l'ai appelé, je lui donne, imaginons, une semaine pour réagir ou pour bien faire les choses, et puis s'il ne réagit pas dans la semaine, pour moi c'est fini presque, il y a 20 ans. Parce que j'avais un tel niveau d'exigence ou de nécessité, en tout cas, dans la qualité ou ce que j'attendais de l'autre, que c'était tout ou rien. Un petit côté comme ça. Donc, quelque part, je tranchais la question et voilà, j'essayais même pas de comprendre pourquoi il était en retard, pourquoi il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'était le souci de l'efficacité presque à tout craint. Alors, c'est le côté un peu rapide, il faut vraiment aller vite, il faut vraiment faire bien, vraiment, ce petit côté perfectionniste à outrance. Ben voilà, il faut se donner aussi le temps de gérer sa frustration et que le temps des autres n'est pas le vôtre, le mode de fonctionnement des autres n'est pas le vôtre. Et surtout, si vous voulez travailler avec les autres, il faut comprendre et respecter les autres, parce que sinon, vous allez vous retrouver tout seul très rapidement. Donc, la pulsion non satisfaite engendre la frustration. Certains individus sont particulièrement tolérants à la frustration. Et en 1920, Freud a produit le couple Eros-Thanatos à partir du constat d'une compulsion de répétition. La compulsion de répétition, qui va au-delà de la recherche du plaisir et amène donc le sujet à reproduire inconsciemment les mêmes comportements, même si cela lui porte préjudice dans sa vie personnelle et sociale. Ça, c'est capital. Le mot-clé, donc là ici, c'est compulsion de répétition, c'est-à-dire le sujet ne peut pas s'empêcher, au-delà du plaisir, de reproduire inconsciemment les mêmes comportements, même si ceux-là sont un problème pour les autres. Et je vais donner 2-3 exemples. La femme qui se remet avec un homme violent à chaque fois. Combien j'ai vu de victimes en unité médico-judiciaire notamment, même si dans ma vie personnelle,